Un frisson parcourut Éléonore de Sévigné, alors qu'elle ouvrait la fenêtre de sa chambre, laissant la brume matinale du domaine de Montfaucon s'infiltrer dans la pièce. Dehors, la rosée perlait sur les pelouses, voilant les statues de pierre d'une humidité mystérieuse. L'aube s'éveillait à peine, mais déjà, Éléonore sentait battre dans ses veines l'impatience d'une journée qu'elle devinait différente. Son reflet lui renvoyait l'image d'une jeune femme aux yeux vifs, brûlant d'une curiosité insatiable, mais prisonnière des codes et des attentes d'un monde qu'elle jugeait étouffant. Elle tourna la tête, attentive au moindre bruit. Dans le couloir, la voix grave du marquis, son père, résonnait avec autorité. Depuis la disparition de sa mère, Éléonore n'avait connu que la discipline rigide de cet homme à la volonté inflexible. Chaque jour, il lui rappelait que son avenir devait se plier à la convenance et à la raison. Mais, ce matin-là, Éléonore, le cœur battant, osa songer à l'évasion, au souffle d'un destin qui ne serait pas tracé par d'autres. « Mademoiselle, tout est prêt pour ce soir », annonça sa gouvernante, surgissant dans l'embrasure de la porte. Éléonore acquiesça d'un signe distrait. Ce soir, le bal annuel du château réunirait toute la noblesse de la région. Sous les ors et les chandelles, elle endosserait, une fois encore, le rôle de la fille exemplaire, convoitée et observée, mais jamais comprise. La nuit tomba sur Montfaucon, enveloppant le château d'une lumière tremblante. Les salons bruissaient de conversations feutrées, de rires étouffés et de promesses murmurées à l'ombre des tentures. Dans sa robe de mousseline ivoire, Éléonore glissait entre les groupes, saluant d'un sourire poli, mais le regard ailleurs. Son père la présenta, fièrement, au vicomte de la Roche, jeune homme à l'élégance sans éclat, au sourire trop lisse. Il lui adressa des compliments convenus, parlant de la douceur du printemps et des vertus de la modération. « Mademoiselle de Sévigné, vous honoreriez notre nom par votre sagesse et votre grâce, » déclara le vicomte, les mains jointes derrière le dos. Éléonore détourna les yeux, cherchant un souffle d'air frais, une échappée vers l'inattendu. C'est alors qu'un mouvement troubla l'assemblée. Un homme se tenait à l'entrée du salon, silhouette sombre et droite, le regard perçant. Des chuchotements s'élevèrent aussitôt. Le comte Armand de Varennes, dont la réputation sulfureuse précédait chaque pas. Il s'approcha, s'inclinant devant Éléonore, avec une ironie à peine voilée. « On m'a dit, mademoiselle, que la beauté de Montfaucon n'était surpassée que par l'esprit de sa maîtresse. Je viens m'en assurer par moi-même. » Elle releva le menton, piquée par la provocation. « On m'a aussi dit, monsieur, que les loups n'avaient pas leur place dans les salons. Pourtant, vous voilà. » Un éclat de rire, bref, franchit les lèvres d'Armand. Les loups sont parfois moins dangereux que les moutons. Leur échange attira les regards. Les mots fusaient, vifs et aiguisés. Mais sous la joute, un courant invisible les reliait, fait de défis et d'attirance. Éléonore sentit son assurance vaciller devant ce regard sombre, chargé de secrets et de blessures. « Je vous croyais plus docile, mademoiselle. On m'aurait menti. On vous a mal renseigné, comte. » Le marquis, guettant la scène, intervint d'un ton sec. « Éléonore, le vicomte vous attend pour la prochaine valse. » Armand s'inclina, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je vous laisse à vos devoirs, mademoiselle, mais j'espère que la nuit ne fait que commencer. » Toute la soirée, Éléonore sentit le poids du regard d'Armand sur elle, comme une promesse dangereuse. Elle valsait avec le vicomte, écoutait distraitement ses propos anodins, mais son esprit s'évadait vers le comte, vers ses silences et ses ombres. Autour d'eux, les rumeurs enflaient. La fortune des Varennes serait sur le point de s'effondrer, disait-on, et Armand, malgré son orgueil, n'était plus qu'un naufragé dans l'océan des convenances. Lorsque minuit sonna, Éléonore s'échappa sur la terrasse, la gorge serrée par une angoisse nouvelle. La brume s'était épaissie, engloutissant le parc dans un mystère opaque. Derrière elle, le bal poursuivait son tumulte, mais rien ne serait plus comme avant. Les regards d'Armand la poursuivaient, tandis que les rumeurs sur la ruine imminente de la famille de Varennes enflèrent dans la haute société. Alors que la nuit s'étirait,
Éléonore sentit naître en elle un trouble inconnu, une soif de liberté qui ne demandait qu'à s'embraser. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'une simple rencontre pouvait bouleverser à jamais le cours de son existence. La lumière mordorée d'un crépuscule de juin se reflétait sur les flots paresseux de la Seine, enveloppant Paris d'un voile presque irréel. Les carrosses défilaient devant les hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain, et la ville, fébrile, vibrait au rythme de la saison mondaine. Éléonore de Sévigné, enveloppée d'une robe de mousseline pâle brodée de perles, s'efforçait de contenir l'agitation qui ébranlait son cœur, alors que la gouvernante la guidait à travers le vestibule de l'hôtel de Montfaucon. Au salon de la comtesse d'Urval, la crème de l'aristocratie devisait sous les lustres, les éventails ponctuant le murmure des conversations. Éléonore s'efforçait d'y retrouver sa place, mais son regard fuyait, cherchant une silhouette singulière. Depuis le bal de Montfaucon, le souvenir d'Armand de Varenne n'avait cessé de la hanter. Elle le revoyait, fièrement campé dans la lumière, le sourire ourlé d'ironie, les yeux assombris de secret. Il était là, ce soir, adossé à une colonne, vêtu de sombre, détaché, presque insolent. Leur première rencontre à Paris fut un choc muet, un duel de regards à travers la foule, chacun feignant l'indifférence. Armand, meurtri par les années de soupçons et de médisance, avait raffermi autour de lui l'armure de la provocation. Il saluait les dames d'un air distrait, lançait des reparties acérées, et lorsque ses yeux croisaient ceux d'Éléonore, il semblait défier le monde entier. Mademoiselle de Sévigné, vous honorez Paris de votre présence. Espérons que la capitale sache vous divertir plus qu'une morne campagne, lança-t-il, un sourire narquois flottant sur les lèvres. Elle répondit sans ciller. Je m'en remets à l'esprit de ses habitants, monsieur le comte, mais on m'a dit que Paris regorge d'ombres et de pièges. Il inclina la tête, amusé. Je puis vous servir de guide, si la hardiesse ne vous effraie pas. Je préfère encore me perdre que de suivre un loup travesti en gentilhomme, répliqua-t-elle, le menton levé. Leurs paroles, pleines de piques et de sous-entendus, attiraient l'attention. Chacun guettait la moindre faille, le moindre sourire. L'attraction, sous-jacente, n'en était que plus vive, comme une étincelle prête à embraser la poudre. Au fil des jours, la ronde des salons, des dîners et des concerts les réunissait sans cesse. Derrière les politesses, Éléonore sentait croître en elle une impatience nouvelle. Armand, toujours distant, la toisait avec une ironie mordante. Il semblait vouloir la repousser autant qu'il cherchait sa compagnie. Elle, blessée dans son orgueil, redoublait d'esprit, refusant de céder un pouce de terrain. Un soir, dans les jardins illuminés de l'hôtel de Clèves, alors que la fête battait son plein, Armand s'approcha, un verre à la main. « Croyez-vous vraiment tout ce qu'on dit de moi, mademoiselle ?» Elle soutint son regard. « Je crois ce que je vois. Et que voyez-vous? Un homme ou un fantôme ?» Leur voix s'était adoucie, mais le trouble affleurait dans chaque mot. Éléonore détourna les yeux, déstabilisée. La marquise de Clèves, tante d'Éléonore, observait la scène de loin, le visage fermé. Le lendemain, elle attira sa nièce dans le petit boudoir bleu, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Ma chère enfant, ne vous laissez pas éblouir par les dehors séduisants du comte de Varenne. Sa réputation n'est pas celle d'un homme à fréquenter. » Éléonore se redressa, piquée. « Il n'est pas question de cela, tante. Je ne fais que répondre à ses provocations. » La marquise soupira. « On ne badine pas avec les cœurs, Éléonore. Ce n'est pas un jeu. Pensez à votre père, à votre nom. » La jeune femme acquiesça, mais le doute s'insinuait en elle. Devait-elle céder à la raison, à cette prudence qu'on lui inculquait depuis l'enfance? Pourtant, chaque rencontre, chaque joute verbale, la laissait plus ébranlée, plus vivante. Les tensions ne tardèrent pas à gagner le cercle familial. Au retour d'une réception, alors que la lune baignait la cour pavée d'une clarté blafarde, le marquis attendait sa fille dans le grand salon. Son visage, fermé, trahissait l'impatience. « Éléonore, il est temps de fixer la date de vos fiançailles avec le vicomte de la Roche. Vous ne pouvez indéfiniment repousser l'échéance. »
Elle serra les poings, cherchant ses mots. Père, je ne suis pas prête. Il la toisa, la voix dure. Voilà des semaines que vous multipliez les faux fuyants. Le vicomte est un parti honorable. Que vous faut-il de plus? Éléonore sentit la colère monter. Je ne veux pas d'un mariage sans amour, père. L'amour. Voilà bien des rêveries de jeune fille. Songez à notre nom, à votre devoir. Elle détourna la tête, la gorge serrée. Je vous supplie de m'accorder du temps. Le marquis soupira, là. Encore du temps. Prenez garde, Éléonore. À trop attendre, vous risquez de tout perdre. Les jours suivants furent lourds de silence. Éléonore, tiraillée entre l'appel du devoir et le tumulte de ses sentiments, chercha refuge dans les promenades solitaires, au Luxembourg. Mais partout, la ville bruissait des mêmes noms, des mêmes rumeurs. On commentait la froideur du vicomte, la bravoure d'Armand, la fortune vacillante des Varennes. Les regards pesaient sur elle, traquant le moindre signe d'un attachement inconvenant. Lors d'un concert chez la duchesse d'Aubigny, Armand s'approcha alors qu'Éléonore contemplait les musiciens. « Vous semblez bien soucieuse, mademoiselle. » Elle haussa les épaules. « Peut-être suis-je lasse de porter un masque. » Il lui adressa un regard grave. « Il est des masques qu'il vaut mieux ne jamais retirer, croyez-moi. » Un silence, lourd, s'installa. Puis, d'une voix plus douce, il ajouta « J'aimerais que vous ne souffriez pas à cause de moi. » Éléonore, troublée, détourna les yeux. « Ce n'est pas vous qui me faites souffrir, monsieur. » Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Armand sembla hésiter, puis se détourna brusquement, comme s'il craignait d'aller trop loin. Les jours suivants, Éléonore tenta de s'éloigner, d'éviter les lieux où elle savait le croiser. Mais chaque absence rendait le manque plus insupportable. Elle se surprenait à guetter le timbre de sa voix, à scruter la foule dans l'espoir d'apercevoir sa silhouette. Même les admonestations de la marquise, les regards désapprobateurs du marquis, ne parvenaient plus à la détourner de cette obsession naissante. Un après-midi, alors que la pluie fouettait les vitres de l'hôtel familial, Éléonore retrouva son père dans la bibliothèque, un pli d'inquiétude au front. « Père, je ne puis annoncer mes fiançailles. Je vous en conjure, ne m'y forcez pas. » Le marquis claqua son livre, furieux. « Est-ce que ce Varenne qui vous trouble à ce point? Vous n'avez rien à attendre d'un homme tel que lui. »« Vous ne le connaissez pas, » s'exclama-t-elle, les yeux brillants. Il la toisa, glaciale. « Je connais son histoire, et cela me suffit. Vous ferez ce que l'honneur exige. » Éléonore sortit précipitamment, la poitrine oppressée. Jamais elle ne s'était sentie aussi seule, aussi déchirée entre le devoir et le désir. Les mots d'Armand, ses regards, ses silences lourds de sens s'imposaient à elle avec la force d'une tempête. Mais la saison n'était pas finie. Les réceptions s'enchaînaient, les rumeurs enflaient, et dans l'ombre, les passions grandissaient, prêtes à rompre le fragile équilibre du monde d'Éléonore. Elle savait désormais que rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour défendre ce qui, peut-être, n'était qu'un fol espoir? L'air du matin était vif, chargé de la promesse d'un orage lointain. Les écuries du château bourdonnaient d'activité. Palefreniers, chevaux piaffant d'impatience, dames en amazone ajustant leurs gants de cuir. Au milieu de ce ballet élégant, Éléonore de Sévigné fixait l'horizon, la mâchoire serrée, prête à s'élancer loin du carcan familial. Elle enfourcha sa jument brune, décidée à goûter, ne fût-ce qu'un instant, à l'illusion de la liberté. La cavalcade s'élança à travers le parc. Les arbres défilaient, la brise emportait les rires feutrés. Mais sous l'apparence d'une promenade mondaine, Éléonore sentait croître en elle un désir d'évasion qu'aucun bal, aucune conversation ne pouvait apaiser. Armand de Varenne chevauchait non loin, silhouette sombre et droite, à la fois distant et terriblement présent. Depuis Paris, les non-dits s'accumulaient entre eux, formant une tension palpable que chacun feignait d'ignorer. Au détour d'un sentier, Éléonore, grisée par la vitesse, encouragea sa monture.
Un lièvre surgit brusquement. L'animal fit un écart brutal. Éléonore perdit l'équilibre et glissa, sa cheville heurtant violemment une racine. La douleur la foudroya. Le monde vacilla, puis elle sentit des bras la soutenir. « Restez calme, mademoiselle. Ce n'est rien. Laissez-moi voir. » C'était la voix d'Armand, grave, inquiète. Il s'agenouilla près d'elle, le front plissé d'angoisse. Il examina sa cheville, puis la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas grave, mais il faut éviter de marcher. Permettez-moi de vous ramener au château. » Éléonore hocha la tête, trop fière pour laisser paraître la douleur, mais incapable de protester. Armand l'aida à se hisser sur sa propre monture, la tenant fermement contre lui. La chaleur de son étreinte, la proximité de son souffle, éveillèrent en elle un trouble qu'elle ne put dissimuler. Le retour se fit en silence, rythmé par le martèlement des sabots et les regards curieux des autres cavaliers. À leur arrivée, Armand la déposa dans le vestibule, devant une assemblée déjà en effervescence. Les domestiques accoururent, les dames chuchotèrent, et bientôt, la nouvelle de l'accident fit le tour du château. On commentait surtout la sollicitude du comte, la façon dont il avait porté Éléonore, les regards qu'il lui avait adressés. Plus tard, dans le petit salon du rez-de-chaussée, Éléonore, la cheville bandée, savourait enfin un moment de répit. La porte s'ouvrit discrètement. Armand entra, hésitant, puis s'approcha. « Comment allez-vous ? » ?»« Mieux, grâce à vous. Je crains d'avoir alimenté bien des commérages. » Il sourit, amer. « Qu'importe. On me prête déjà tous les vices. Un de plus ou de moins. » Elle le fixa, soudain grave. « Pourquoi acceptez-vous cela ? Pourquoi tant d'ironie, tant de distance ?» Il détourna les yeux. « Parce que c'est plus facile que de supplier un monde qui ne pardonne rien. J'ai commis des fautes, sans doute, mais qui ici peut se vanter d'être sans reproche. » Éléonore sentit la sincérité percer sous la rudesse. Elle murmura « Je suis lasse, moi aussi, de ces faux-semblants. L'on attend de nous que nous soyons parfaits, soumis à des règles absurdes. » Un silence, chargé de confidences inavouées, s'installa. Armand s'assit face à elle, posant les coudes sur ses genoux. « Je n'ai jamais cru au conte de la haute société, Éléonore. J'ai perdu trop pour cela. L'honneur, la fortune, l'estime. On m'a tout repris pour une erreur de jeunesse. » Elle le regarda, bouleversée. « Vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. La solitude, je la connais. Depuis la mort de ma mère, je vis sous le regard d'un père qui ne voit en moi qu'un pion sur l'échiquier de ses ambitions. » Armand serra les poings, ému malgré lui. « Vous méritez mieux. » Elle baissa la voix. « Et si nous cessions pour un instant de jouer nos rôles ?» Armand se leva, se rapprocha, le visage soudain vulnérable. « Je ne sais plus qui je suis sans ce masque, Éléonore. » Elle tendit la main qu'il prit dans la sienne. La douceur du geste contrastait avec la violence de l'émotion qui les submergeait. « Essayons, » souffla-t-elle. À cet instant, la porte claqua. Le marquis apparut, le visage sombre, les yeux lançant des éclairs. « Que se passe-t-il ici ?» Éléonore se redressa, mais Armand ne lâcha pas sa main. Le marquis s'approcha, glaçant. « Je vous interdis, mademoiselle, de recevoir le comte. Vous oubliez votre rang et ce que vous devez à votre nom. » Éléonore sentit la colère la traverser, mais elle ravala sa révolte. Armand se leva, salua froidement. « Je comprends, monsieur le marquis. Je ne vous importunerai plus. » Il quitta la pièce, les épaules raides. Le marquis se tourna alors vers sa fille, la voix dure. « C'en est assez, Éléonore. Vous éviterez dorénavant toute rencontre avec le comte de Varennes. Suis-je bien clair ?» Elle soutint son regard, le menton haut. « Oui, père. » Mais dans le secret de son cœur, Éléonore sentit une détermination nouvelle naître. Elle n'avait jamais osé défier ouvertement l'autorité paternelle, mais la blessure de l'interdit, la violence de la séparation, allumait en elle une force insoupçonnée. Désormais, elle userait de ruse et de discrétion, mais elle ne se plierait plus aveuglément. De son côté, Armand errait dans le parc, les poings serrés, l'esprit assailli de remords et de regrets. Le souvenir du regard d'Éléonore,
de sa main dans la sienne, lui brûlait la peau. Il se savait indigne, marqué par le scandale, mais pour la première fois depuis des années, il entrevoyait la possibilité d'un bonheur auquel il n'osait plus croire. Les jours suivants, les mondanités reprirent leur cours. Éléonore s'appliquait à feindre l'indifférence, à esquiver les questions, à détourner les regards soupçonneux. Mais sous la surface, elle commençait à défier, par de petits gestes, la volonté paternelle. Un mot glissé à une amie, un billet confié à une domestique fidèle, un sourire échangé au détour d'un couloir. Chaque défi, chaque mensonge innocent, lui donnait la sensation grisante de reprendre possession de sa vie. Armand, quant à lui, luttait contre ses propres démons. Il hésitait à revenir, à s'exposer de nouveau au mépris, à la tentation. Mais la voix d'Éléonore, ses paroles de réconfort, ne cessaient de le hanter. Il se surprenait à espérer, à rêver d'un avenir qu'il s'était toujours refusé. Mais à Montfaucon, les murs avaient des oreilles, les couloirs bruissaient de secrets. Les interdits attisaient les passions, et déjà, un orage plus grand que celui du matin menaçait d'éclater. Le soir tomba sur Paris, lourd et oppressant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans les salons dorés, où l'on goûtait la frivolité, avec un zèle d'autant plus fébrile qu'il masquait le vide, un souffle d'orage parcourait déjà la haute société. Les regards se faisaient plus perçants, les murmures plus acérés, et le nom d'Éléonore de Sévigné, jusqu'alors prononcé avec admiration ou envie, était désormais entaché d'un parfum de scandale. Tout avait commencé par une lettre, une missive et anonyme, glissée dans l'antichambre de la comtesse d'Urval lors d'un dîner d'apparat. Le papier, chiffonné et parfumé, portait une écriture affectée, pleine de sous-entendus venimeux. Il est des jeunes filles qui, oubliant leur rang, s'abandonnent à la compagnie d'hommes déchus. La vertu d'Éléonore de Sévigné n'est plus que façade, comme chacun a pu le constater lors de sa récente aventure avec le comte de Varennes. Le billet fit le tour des salons, se glissa de main en main, alimentant les rires étouffés, les regards appuyés, les mines faussement navrées. En quelques heures, la réputation d'Éléonore vacilla. Le marquis, blême de rage, fit claquer les portes de l'hôtel particulier. La marquise de Clèves, consternée, tenta de colmater la brèche. Mais la rumeur était déjà trop vive, trop savamment distillée. Éléonore, elle, reçut la nouvelle comme un coup de poignard. L'injustice de la calomnie, l'humiliation publique, le sentiment d'être livrée à la meute, tout cela la pétrifia. La situation s'envenima dès le lendemain. Le vicomte de la Roche, jusque-là réservé dans sa cour, arriva au petit matin, le visage fermé, la voix tremblante d'orgueil blessé. Il demanda audience à Éléonore, qui fut contrainte de le recevoir dans le grand salon, sous le regard impitoyable de son père. « Mademoiselle, je viens réclamer des explications », lança-t-il, la mâchoire contractée. « On murmure que vous avez compromis votre honneur. Est-il vrai que le comte de Varennes s'est permis ce que seul un fiancé peut espérer ?» Éléonore blêmit. « Monsieur, je n'ai rien à me reprocher. Si des malveillants cherchent à me nuire, je ne puis que m'en remettre à votre confiance. » Le vicomte fronça les sourcils. « Ma confiance n'est pas en cause, mademoiselle, mais la mienne propre est bafouée. Il me faut savoir, suis-je le jouet d'une plaisanterie cruelle ?» Le marquis intervint, la voix dure. « Assez. Ma fille n'a rien à se justifier. Que les chiens aboient, la caravane passe. » Mais le mal était fait. Le vicomte, humilié, quitta la pièce, jurant à demi-mot de laver l'affront. La nouvelle parvint à Armand de Varennes par la bouche d'un ami fidèle. Il lut la lettre, pâlit, puis la froissa d'un geste rageur. Son sang ne fit qu'un tour. Sans attendre, il enfourcha son cheval et rejoignit le cercle du Jockey-Club, où le vicomte avait ses habitudes. Le duel semblait inévitable, tant l'insulte était publique. Le soir même, dans la brume d'un matin naissant, Armand attendait le vicomte sur une pelouse déserte, à l'orée du bois de Boulogne. Deux témoins, silencieux, réglèrent les formalités. Les épées furent tirées, la tension palpable. Aucun des deux hommes ne parla. Les lames s'entrechoquèrent, rapides, dangereuses.
Tout n'était que colère, fierté blessée, douleur rentrée. Le combat dura quelques minutes, une éternité de souffle court et d'yeux brûlants. Armand, plus expérimenté, désarma le vicomte d'un coup sec, mais au lieu d'achever, recula. « Votre honneur est sauf, monsieur, » dit-il, la voix étranglée. « Ne souillez plus le nom d'Éléonore de Sévigné. » Le vicomte, vaincu, jeta son épée à terre et tourna les talons, la mâchoire serrée. Mais la rumeur du duel, loin d'apaiser les langues, décupla les soupçons. Les salons bruissaient de détails inventés. On évoquait une passion scandaleuse, un secret inavouable. Les plus médisants assuraient qu'Armand n'avait agi que pour préserver une liaison déjà consommée. Éléonore, accablée, fut confinée par son père. Les volets de sa chambre restaient clos, les visites interdites. La honte, l'impuissance l'étouffaient. La marquise de Clèves tentait de la consoler, murmurant des promesses de retour à la normale. Mais Éléonore n'écoutait plus. L'image de la lettre, du duel, du regard blessé du vicomte, tournoyait dans son esprit comme un mauvais rêve. De son côté, Armand luttait contre une culpabilité dévorante. Il avait voulu la défendre, mais n'avait fait qu'aggraver son malheur. Chaque nuit, il arpentait les rues de Paris. Incapable de trouver le repos, il décida finalement de lui écrire, livrant son cœur en quelques lignes douloureuses. « Éléonore, je donnerai tout pour effacer votre peine. Je n'ai jamais désiré que votre bonheur. Si je suis la cause de vos larmes, je saurai disparaître. Mais sachez que je vous aime et que rien ne pourra jamais changer cela. Armand. » Il confia la lettre à une domestique, la suppliant de la remettre en main propre. Mais le marquis, toujours sur le qui-vive, intercepta le billet. Il le lut, la mâchoire crispée, puis le jeta au feu sans un mot. Les jours s'étirèrent, pesants, rythmés par la solitude et les pleurs. Éléonore, privée de toute nouvelle, sentit la révolte s'éteindre en elle. Son père, intransigeant, la pressait d'accepter le mariage avec le vicomte, pour laver l'affront et sauver leur nom. Un soir, le marquis entra dans sa chambre, solennel, les traits tirés. « Éléonore, il est temps d'en finir avec ces enfantillages. Le vicomte de la Roche attend votre réponse, votre devoir est clair. » Elle le regarda, brisée. « Et mon bonheur, père, compte-t-il si peu ?» Il détourna la tête. Le bonheur d'une femme se construit dans l'obéissance et la respectabilité. Il n'est plus question de choix, mais de nécessité. La marquise, impuissante, sanglotait en silence. Éléonore sentit ses dernières forces la quitter. Peut-être était-ce la seule issue, pensa-t-elle. Peut-être fallait-il céder, accepter ce destin tracé par d'autres. Mais, au plus profond d'elle-même, une lueur subsistait, fragile mais tenace. Une voix murmurait que tout n'était pas perdu, qu'un autre chemin existait, même s'il fallait le conquérir dans la douleur et le doute. Dans la nuit noire, alors que Paris s'endormait, Éléonore se leva, regarda la lune à travers les carreaux et sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait que désormais, chaque décision compterait double, chaque espoir serait une audace. Au loin, la ville grondait encore des échos du scandale. Mais dans le secret de sa chambre, Éléonore, accablée et solitaire, se tenait au seuil d'un choix qui allait changer sa vie à jamais. La nuit du bal masqué s'annonçait fiévreuse, palpitante d'interdits et de secrets. Les rues de Paris, baignées d'une lumière trouble, bruissaient déjà des promesses de la fête. Sous les ors d'un hôtel particulier, on affluait, masques et capes dissimulant rang et réputation, pour mieux s'abandonner à la tentation de l'anonymat. Éléonore, le cœur serré d'espoir et de crainte, franchit le seuil, une fine dentelle sur le visage, la silhouette drapée dans une robe bleu nuit. Elle n'avait arraché à son père cette permission que grâce à la marquise de Clèves, plaidant la nécessité de reprendre pied dans le monde. Le marquis, fatigué de ses résistances, avait cédé, sans deviner le feu sous la glace. Derrière la cascade des rires, la musique, les chandeliers, Éléonore se sentit soudain libre, soustraite au regard qui la juge.
Elle traversa la salle, les yeux en alerte, cherchant une silhouette familière. Elle voulait croire qu'Armand viendrait, mais rien ne lui avait été promis. La foule se pressait, tourbillonnait, se moquant des convenances. Parfois, une main s'attardait sur son bras. Un mot doux effleurait son oreille. Elle souriait, mais tout son être guettait autre chose. Ce fut au détour d'une alcôve qu'elle le reconnut. Un masque sombre, une cape sévère, la stature droite, indifférente au faste. Armand, il n'y eut qu'un regard, puis il s'inclina, tendant la main. M'accorderiez-vous cette danse, belle inconnue? Le ton, à la fois grave et moqueur, la fit frissonner. Elle glissa sa main dans la sienne. Le contact sous le velours du gant fut une décharge. La valse commença. Portés par la musique, ils s'éloignèrent du tumulte, seuls dans la foule. « Pourquoi êtes-vous venu ?» murmura-t-elle, le souffle court. « Pour vous revoir, pour vous dire ce que je n'ai jamais pu vous écrire. » La voix d'Armand vibrait d'une douleur contenue. Il la serrait contre lui, oubliant le monde, les interdits, les masques. Je ne voulais pas vous entraîner dans la honte, Éléonore. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour ma sœur. Éléonore tressaillit, interloquée. Votre sœur. Il hocha la tête, la voix rauque. Elle a tout perdu, elle aussi. Un homme l'a compromise, puis abandonnée. J'ai tenté de la protéger, j'ai pris sa faute sur moi. On m'a banni, on m'a sali. Depuis, je ne vis que pour racheter ce nom, pour la défendre. Je ne pouvais supporter que vous subissiez la même injustice. Les yeux d'Éléonore s'emplirent de larmes. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Il esquissa un sourire triste. Par orgueil, ou par peur que vous me méprisiez, vous aussi. La musique ralentit, mais ils n'entendaient qu'eux-mêmes. Éléonore, bouleversée, murmura « Je ne vous ai jamais méprisé. J'ai seulement eu peur de vous aimer pour rien. » Ils s'arrêtèrent dans l'ombre d'une colonne, hors du regard des autres. Armand retira son masque, dévoilant un visage tourmenté mais sincère. « Ce soir, je ne vous demande rien. Je veux seulement que vous sachiez que je suis prête à tout pour vous rendre justice. » Elle toucha sa joue du bout des doigts. « Vous n'avez rien à prouver. Ce monde est cruel, mais je vous crois. » Le silence s'installa, dense, chargé de tous les mots qu'ils n'avaient pu se dire. Puis, des pas précipités rompirent l'instant. Le marquis, reconnaissant la démarche de sa fille malgré le masque, fendit la foule, le visage fermé. « Éléonore !» Elle sursauta, retira précipitamment sa main de celle d'Armand. Le marquis s'approcha, furieux, et la saisit par le bras. « Vous rentrez sur le champ. Assez de folie. » Armand fit un pas en avant, mais le marquis le foudroya du regard. « N'approchez plus jamais de ma famille. Je vous l'interdis, monsieur. » Éléonore, bouleversée, laissa tomber son masque à ses pieds. Elle croisa le regard d'Armand, empli de défi et de douleur. Il s'inclina, la voix basse mais vibrante de promesses. « Je vous le jure, mademoiselle, je prouverai ma valeur. Je regagnerai mon honneur, quoi qu'il m'en coûte. » Le marquis entraîna sa fille vers la sortie. La foule s'écarta. Les chuchotements redoublèrent. Armand demeura immobile, le cœur déchiré, mais la détermination nouvelle brûlant dans ses yeux. La nuit retomba sur le bal, emportant dans son sillage les rêves, les espoirs et la promesse d'un combat à venir. Éléonore, enfermée dans le silence de la calèche, serrait contre elle le souvenir de cette danse interdite, se demandant, haletante, jusqu'où l'amour et la loyauté pouvaient les mener. L'été semblait s'être arrêté aux abords du château de Montfaucon, laissant planer dans l'air une lourde torpeur, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Depuis plusieurs jours, le marquis de Sévigné, jadis si imposant, demeurait alité, le visage ravagé par la fièvre et les ans. Dans sa chambre assombrie, le parfum âcre des remèdes se mêlait à l'odeur plus douce des souvenirs d'une vie de prestige. Éléonore, pâle et silencieuse, passait des heures à son chevet, veillant le moindre mouvement, épiant la respiration haletante de ce père, qui, même diminué, gardait sur elle un pouvoir sans partage. Un matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les rideaux, le marquis la fit mander. Sa voix, rauque,
portait toute l'intransigeance de son rang. « Éléonore, il n'est plus temps de tergiverser. Ma santé vacille. Je veux que tu épouses le vicomte de la Roche avant la fin du mois. C'est mon dernier souhait. » Elle baissa les yeux, la gorge nouée. Depuis des semaines, elle redoutait cet ultimatum. Tout Paris connaissait la dégradation de l'état du marquis. Et déjà les langues se déliennent, spéculant sur le sort d'Éléonore, sur sa soumission ou sa révolte. Mais face à la détresse de son père, elle se sentit vaciller. « Père, je vous en supplie, laissez-moi du temps, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le marquis secoua la tête, son regard dur malgré la fatigue. « Il n'y a plus de temps. Le nom des Sévigné ne survivra pas à un nouveau scandale. Tu dois te sacrifier pour la famille. » La détresse d'Éléonore fut telle qu'elle quitta précipitamment la pièce, fuyant les couloirs trop sombres du château. Elle erra dans les jardins, cherchant en vain un apaisement, mais partout l'oppression de la surveillance, des regards, des rumeurs. La société tout entière semblait suspendue à ses choix, guettant le faux pas qui viendrait confirmer la chute de la lignée. À bout de force, elle songea à la seule personne capable de la comprendre sans juger. Elle fit atteler une calèche et, sous prétexte d'une visite de courtoisie, se rendit chez la marquise de Clèves. Dans le grand salon bleu, baigné de lumière, sa tante l'accueillit, inquiète. Éléonore, d'ordinaire si fière, se laissa aller à une confidence sans phare. « Ma tante, je ne peux plus. Père exige ce mariage, il en fait une question de vie ou de mort. Mais mon cœur refuse. » La marquise la prit dans ses bras, bouleversée par tant de souffrances. « Cher enfant, tu n'es pas seul. Je t'aiderai autant que je le pourrai. Mais il faut agir avec prudence, le moindre écart, et la société te condamnera sans retour. » Éléonore hocha la tête, les yeux rougis. « Je ne veux pas fuir comme une lâche, mais je ne peux renoncer à ce que je suis. » La marquise lui caressa la joue, émue. « Il faut du courage pour choisir sa voie, surtout quand tout s'y oppose. Reste ici quelques jours. Je ferai croire à tous que tu es souffrante. Peut-être le marquis, dans sa faiblesse, se laissera-t-il fléchir. » Reconnaissante, Éléonore accepta. Les jours suivants, elle demeura recluse chez la marquise, se tenant à l'écart des réceptions et des visites. Pourtant, les nouvelles du dehors lui parvenaient, inquiètes. Le vicomte de la Roche multipliait les démarches, pressant la famille de fixer la date. Les rumeurs sur le déclin du marquis, sur le refus obstiné d'Éléonore, enflaient dans les salons. Jamais elle ne s'était sentie aussi épiée, aussi vulnérable. Dans l'ombre de la ville, Armand de Varenne luttait lui aussi contre l'adversité. Depuis le bal masqué, il n'avait revu Éléonore qu'en rêve, une silhouette évanescente, un parfum qui le hantait. Mais il n'avait guère le loisir de s'abandonner à la mélancolie. Un matin, il reçut la visite d'un vieil intendant, le visage grave. « Monsieur le comte, je crains que les créanciers ne soient pas seuls à vouloir votre ruine. On a vu un notaire des La Roche s'entretenir avec le banquier marchand. Il se trame quelque chose, j'en suis sûr. » Armand sentit la colère monter. Depuis des mois, il bataillait pour sauver ses terres, soldant dette sur dette, affrontant les humiliations. Mais l'idée d'un complot ourdi par ses rivaux, avec la complicité de certains proches, le révolta. Il se lança dans une course effrénée. Vérification des actes, consultation d'anciens alliés, confrontation avec des créanciers peu scrupuleux. Chaque cœur comptait. Il fallait agir avant que ses biens ne soient saisis, que son nom ne soit rayé de la noblesse. Dans cette urgence, il pensa sans cesse à Éléonore. Il savait ce que l'on attendait d'elle, le sacrifice, l'oubli de soi. Mais il refusait de la laisser sombrer dans le même abîme que sa sœur. Il décida de lui écrire, prenant toutes les précautions pour que la lettre lui parvienne, sans être interceptée. La missive fut confiée à un cocher de confiance, qui la glissa à la marquise de Clèves. Un soir, alors qu'Éléonore, lasse, contemplait le crépuscule depuis la fenêtre du salon, sa tante entra, une enveloppe à la main. « Ceci t'est destiné, ma chère. » Éléonore reconnut l'écriture d'Armand. Ses doigts tremblèrent en brisant le sceau. « Éléonore,
Je lutte de toutes mes forces pour sauver ce qui me reste, mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je ne puis vous demander d'attendre, ni de sacrifier ce que vous êtes. Mais si vous avez confiance en moi, sachez que je reviendrai vous chercher, coûte que coûte. Je vous aime. Ah. Elle relut ces mots 100 fois, le cœur étreint d'espoir et d'angoisse. Pouvait-elle vraiment tout abandonner pour cet homme honni par la société? Et si Armand échouait? Si elle n'était qu'un rêve passager dans sa vie de lutte et de défaite? Mais, plus que la peur, un sentiment nouveau germait en elle. La certitude que le vrai courage n'était pas dans la soumission, mais dans la fidélité à soi-même. Les jours passèrent, lourds d'incertitude. Le marquis, de plus en plus faible, réclamait sa fille à son chevet. « Éléonore, pourquoi me fais-tu attendre? Veux-tu me tuer, moi aussi ?» Elle s'agenouilla, bouleversée. « Je ne veux que votre paix, père, mais je ne puis me donner à un homme que je n'aime pas. » Le marquis détourna la tête, épuisé. « Tu me déçois. Tu n'es pas la fille que j'ai élevée. » Ces mots la transpercèrent, mais elle ne céda pas. La marquise, témoin impuissant de ce duel silencieux, multiplia les démarches pour apaiser le vicomte, pour gagner du temps. Mais bientôt, la rumeur d'un nouveau scandale. Éléonore, cachée chez sa tante, refusant d'obéir, redoubla la pression. Des lettres anonymes, des visites de plus en plus insistantes, tout rappelait à la jeune femme que la société ne pardonnait rien. Pendant ce temps, Armand, harassé, découvrit la vérité. Le banquier marchand, manipulé par le notaire des Laroche, avait racheté en secret les hypothèques sur ses terres. Le but était clair, le ruiner pour l'éloigner d'Éléonore et ainsi forcer la main à la famille Sévigné. Furieux mais déterminé, il confronta Marchand, négocia, menaça, usa des dernières ressources de son nom pour gagner un sursis. Un soir, il écrivit à Éléonore une seconde lettre, plus brève mais brûlante de promesses. « Je tiendrai parole, ne perdez pas espoir, je reviendrai. » Éléonore, en lisant ces mots, sentit renaître en elle la force d'attendre, la force de croire. Mais l'étau se resserrait. Le vicomte de la Roche, exaspéré, fit savoir qu'il quitterait la France si le mariage n'était pas célébré avant la fin de l'été. Le marquis, à bout, fit appeler un prêtre, persuadé de la contraindre par le chantage affectif. La veille du jour fixé, Éléonore se tint devant le miroir de sa chambre, la robe blanche posée sur le lit, la lettre d'Armand serrée contre son cœur. La nuit s'étirait, pleine de rumeurs, de sanglots étouffés, de prières muettes. Au dehors, la ville s'endormait, inconsciente du drame qui se nouait derrière les murs. Un dernier regard vers la lueur vacillante de la bougie, un dernier souffle de courage. Éléonore savait que le choix lui appartenait, et qu'à l'aube, tout serait joué. Mais dans l'ombre, une promesse restait suspendue. Armand, loin de renoncer, se préparait à tout risquer pour elle. Leur destin, désormais, ne tenait plus qu'à un fil. Celui de l'audace, de la fidélité, de l'amour plus fort que l'honneur ou la peur. Au cœur de la nuit, Éléonore attendit, le cœur battant, prête à accueillir l'aube ou la tempête. Une pluie fine striait les vitres de la chambre d'Éléonore, effaçant les contours de Paris, comme si le ciel lui-même voulait masquer la honte et la peine qui s'abattaient sur elle. Depuis des jours, la nouvelle s'était répandue. La situation du comte de Varennes empirait. Armand, acculé par ses créanciers, avait dû vendre ses chevaux, une partie de ses terres, et même le vieux domaine familial de Tourbillon, dernier vestige d'une gloire passée. Dans les salons, on murmurait, moqueur ou navré, sur la déchéance du nom de Varennes, sur la folie d'un homme qui, par orgueil, refusait le salut offert par un mariage de raison. Éléonore, elle, ne pouvait supporter de rester spectatrice. Cloîtrée chez la marquise de Clèves, elle cherchait désespérément une solution. Son père, de plus en plus faible, n'avait pas renoncé à la marier au vicomte de la Roche. La pression de la société devenait suffocante. Pourtant, la détresse d'Armand, transparaissant dans chacune de ses lettres clandestines, l'appelait plus fort que tout. Chaque soir, à la lueur d'une bougie, Éléonore décachetait ses missives, fiévreuses. Les mots d'Armand,
empreint de fierté blessée et de tendresse contenue, la bouleversait. Je crains d'être bientôt dépouillé de tout, sinon de mon nom, et de l'amour que j'ose espérer de vous. Pardonnez mon orgueil, Éléonore. S'il me restait l'espoir de vous offrir un avenir digne, je lutterais 100 fois davantage. Elle relisait ces lignes, le cœur serré, puis lui répondait aussitôt, bravant le danger, confiant ses mots à la plus fidèle des domestiques de la marquise. Ce que vous avez perdu ne compte pas pour moi. Je ne rêve ni de fortune ni d'apparat, mais d'une vie honnête, construite avec vous. Dites-moi seulement comment vous aider, et rien ne m'arrêtera. Bientôt, la marquise de Clèves, devinant l'angoisse de sa nièce, l'interrogea à demi-mot. « Éléonore, tu n'es plus la même. Crois-tu que l'amour seul suffira à vaincre tout ce qui s'oppose à toi ?» La jeune femme répondit, la voix ferme malgré la peur. « Je n'ai jamais rien désiré si fort. Je ne veux plus vivre pour plaire aux autres. » Animée d'une résolution nouvelle, Éléonore fouilla parmi les papiers laissés par sa mère. Elle découvrit, non sans émotion, une clause oubliée, un capital placé à son nom, destiné à sa dot, mais que le marquis, absorbé par ses propres affaires, n'avait jamais mobilisé. Après une nuit d'hésitation, elle s'adressa à la marquise. « Tante, j'ai besoin de votre aide pour disposer de cet argent. Je veux que le notaire de maman fasse parvenir une somme à Armand. Il ne doit jamais savoir que cela vient de moi. » La marquise hésita, puis, devant l'ardeur d'Éléonore, accepta. « Tu risques tout, cher enfant, mais je ne puis t'abandonner. » Les semaines suivantes, la correspondance clandestine d'Armand et d'Éléonore s'intensifia, attisant la curiosité des domestiques, puis des voisins. Quelques mots échangés au détour d'un bal, un billet caché sous une coupe de fleurs. Chaque geste devenait un défi à la bienséance. Mince. La rumeur du scandale enfla. On disait qu'Éléonore, prisonnière de sa passion, préparait une fuite, ou qu'elle finançait secrètement la cause perdue du comte. Un soir d'orage, Éléonore, incapable de supporter plus longtemps l'attente et l'angoisse, décida de franchir l'irréparable. Vêtue d'une cape sombre, elle glissa hors de la maison, prétextant une migraine. Sous la pluie battante, elle gagna la demeure d'Armand, un hôtel discret sur la rive gauche, où il s'était réfugié pour échapper à ses créanciers. Le cœur battant, elle frappa à la porte. Armand, pâle, fatigué, ouvrit sans mot dire. Lorsqu'il la reconnut, il blêmit de stupeur. « Éléonore, que faites-vous ici à cette heure ?» Elle retira sa capuche, ses cheveux trempés, encadrant son visage lumineux d'audace. « Je ne pouvais plus attendre, ni me taire. Je viens parce que je vous aime, parce que je refuse de vous laisser sombrer seul. » Armand recula, éperdu. « C'est de la folie. Vous risquez tout, votre nom, votre avenir. » Elle s'approcha, posa une main sur sa joue. « Qu'est-ce qu'un nom, si je n'ai pas le droit d'aimer? Qu'est-ce qu'un avenir sans vous? Je suis prête à affronter la honte, la pauvreté, la colère de mon père, s'il le faut. » Il la saisit dans ses bras, brisé par l'émotion. « Je vous aime, Éléonore. Je n'ai jamais aimé que vous, mais je ne veux pas que vous portiez le poids de ma ruine. » Elle leva vers lui un regard déterminé. « Nous le porterons ensemble. Je veux être votre femme, quoi qu'il en coûte. » La nuit leur appartint, brève et fiévreuse, hors du temps. Ils se murmurèrent des serments, échangèrent des promesses. Dans le silence du petit salon, ils se jurèrent de s'unir, envers et contre tous, de ne plus se laisser séparer par les préjugés ni la peur. Armand, ému jusqu'aux larmes, lui promit « Demain, je ferai face, je ne reculerai plus. » À l'aube, Éléonore regagna la demeure de la marquise, le visage transfiguré par la certitude d'avoir enfin choisi sa vie. Mais la société ne pardonnait pas l'audace d'une femme. Dès la matinée, la rumeur de sa visite nocturne se répandit comme une traînée de poudre. Un domestique, sans doute acheté par un rival, avait tout vu, tout raconté. Le scandale s'éclata. On accusa Éléonore d'avoir perdu tout sens de l'honneur, d'avoir souillé le nom des Sévigné. Le marquis, furieux, fit irruption chez la marquise de Clèves. Il découvrit sa fille, droite, le regard franc.
Est-ce vrai? As-tu osé te rendre chez ce misérable? Éléonore répondit, la voix tremblante, mais sans détour. Oui, père, je suis allée voir Armand. Je l'aime, et je suis prête à l'épouser. Le marquis, livide, brandit le poing. Tu n'es plus ma fille. Je te déshériterai, tu n'auras rien, pas même mon nom. Éléonore le fixa, la tristesse mêlée de fierté. Qu'il en soit ainsi, si c'est le prix de ma liberté. Le marquis, hors de lui, claqua la porte, emportant dans son sillage les derniers restes d'un amour paternel dévasté. Éléonore, debout dans la lumière froide du matin, sentit la peur, la honte, puis l'espoir la traverser tour à tour. Elle avait tout perdu, ou presque, mais, pour la première fois, elle se sentait libre d'aimer et de choisir. Dans la ville qui murmurait, jugeait, condamnait, un nouvel avenir s'ouvrait, incertain, dangereux, mais brûlant de promesses. Car dans l'ombre, Armand se préparait lui aussi à affronter la tempête, décidé à protéger celle qu'il aimait plus que tout. Et nul ne savait, dans ce Paris déchaîné, jusqu'où les mènerait encore la passion et la révolte. Le fracas du scandale éclata comme un orage sur Paris, jetant la lumière crue de la honte sur la maison de Sévigné. La nouvelle du déshonneur d'Éléonore, colportée par les bonnes âmes des salons, déferla dans la noblesse avec la violence d'une vague qui emporte tout sur son passage. En une semaine, les invitations se tarirent, les portes se fermèrent, les regards se détournèrent. Les domestiques, dans les antichambres, baissaient la voix à son approche. Les voisins feignaient de ne pas la voir. Plus cruel encore, la famille elle-même s'en trouva frappée. La cousine d'Éléonore fut renvoyée d'un pensionnat. Un oncle perdit son siège à la chambre des pairs, et la marquise de Clèves reçut des lettres de reproches venues d'Angleterre et de Vienne. Dans la grande maison soudain silencieuse, Éléonore se tenait droite, étrangère à sa propre vie. Son père, muré dans une colère amère, ne lui adressait plus la parole. Sa tante, la marquise, oscillait entre la tristesse et l'admiration devant la force tranquille de sa nièce. Le soir, Éléonore descendait seule dans le jardin, affrontant les bruits de la ville et le poids des regards invisibles. Mais la rumeur courait plus vite que le vent. Bientôt, le nom d'Armand de Varenne se trouva mêlé à celui d'Éléonore. Lui aussi subit l'ostracisme. Les hommes refusaient sa main au jeu. Les femmes détournaient la tête à son passage. Les dettes de sa famille, déjà lourdes, semblèrent soudain insurmontables. Un soir, le comte fut invité à un dîner chez un ancien ami de son père, dans l'espoir de calmer les esprits. Mais ce fut une embuscade. Les allusions fusaient, les rires étouffés se multipliaient, et chaque toast semblait un affront. Armand, les traits tirés, jouait le jeu, jusqu'au moment où l'un des convives leva son verre. À la noblesse qui sait préserver l'honneur de ses filles. Le silence se fit, pesant. Armand sentit la colère monter, une brûlure dans la poitrine. Il prit son verre, le serra si fort qu'il en brisa la tige. Les éclats de cristal jaillirent sur la nappe blanche. « Je bois à votre déshonneur, monsieur. » Sa voix claqua comme un fouet. Les regards se figèrent, la stupeur s'abattit. Armand jeta les morceaux de verre et quitta la pièce sans un mot de plus, laissant derrière lui un scandale public, impossible à effacer. Éléonore, apprenant la scène, sentit la honte se dissiper, remplacée par une énergie nouvelle. Si le monde voulait la rejeter, elle l'affronterait. Elle demanda audience à son père, le regard fier. « Père, vous pouvez me renier, mais je ne courberai pas la tête devant l'injustice. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour, et je n'ai pas à m'en repentir. » Le marquis resta de marbre, la voix glacée. « Tu as détruit notre nom. Quitte cette maison, je ne veux plus te voir. » Un court instant, Éléonore sentit la morsure de la solitude. Mais au fond d'elle, une force s'éveillait, plus forte que la peur. La certitude de n'avoir trahi que les attentes d'un monde sans pitié. De son côté, Armand fut convoqué par son propre père, le vieux comte de Varenne.
homme austère et orgueilleux, dont le visage portait encore la trace des anciennes batailles. Tu as brisé notre lignée, Armand. Tu aurais pu sauver la maison, mais tu as préféré l'infamie à l'obéissance. Que reste-t-il de notre nom, dis-moi? Armand serra les poings, la voix tremblante. Il reste la vérité, père. Je n'ai pas voulu d'un monde où l'on sacrifie le bonheur à l'apparence. J'aime Éléonore, et je ne l'abandonnerai pas, même si je dois tout perdre. Le vieux comte détourna les yeux, brisé. Alors va, que le destin te juge. Exclus de leurs familles respectives, Éléonore et Armand n'avaient plus d'autre refuge que la maison de la marquise de Clèves. Celle-ci, après une nuit d'hésitation, prit enfin position. Elle réunit les deux amants dans son grand salon aux tentures pâles, loin du tumulte de la ville. Vous avez été trahis par les vôtres, mais vous n'êtes pas seuls. J'ai longtemps hésité à vous soutenir, par peur du scandale, par fidélité à mon rang. Mais ce que je vois, c'est le courage de deux êtres qui refusent de mentir. Je vous ouvrirai ma maison, quoi qu'il en coûte. Éléonore la remercia, la voix chargée de gratitude. Vous seul m'avez regardé sans honte. Je ne l'oublierai jamais. Armand, debout près de la fenêtre, leva les yeux vers la marquise. Je ne suis plus digne de rien, sinon de l'amour d'Éléonore, mais je vous jure que je ferai tout pour la protéger. La marquise posa une main sur son épaule. Vous avez choisi la voie la plus difficile. Mais parfois, c'est la seule qui vaille d'être vécue. À partir de ce jour, la maison de Clèves devint un îlot de résistance dans un océan d'hostilité. Les lettres de menaces, les regards fuyants, les invitations refusées. Rien ne parvenait à entamer la détermination des deux amants. Éléonore, chaque matin, traversait les salons la tête haute, ignorant les rumeurs, les chuchotements. Armand, lui, affrontait les créanciers, les anciens amis devenus ennemis, la solitude du paria. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, Éléonore retrouva Armand dans le petit salon, le visage grave. « Tout est contre nous, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais été aussi sûre de toi, de nous. » Il prit sa main, la serra avec tendresse. « Ils peuvent tout nous prendre, sauf l'espoir. » À l'étage, la marquise écrivait une lettre. Elle s'adressait à de vieux amis, plaidant la cause d'Éléonore, cherchant à rallier des soutiens. Le combat ne faisait que commencer, mais l'alliance était scellée. Dans la nuit, Éléonore sentit l'avenir s'ouvrir devant elle, périlleux, incertain, mais enfin sien. Elle savait que rien ne serait facile, que la société ne pardonne pas à ceux qui la défient. Mais elle avait trouvé en elle la force de résister, et auprès d'Armand, la promesse d'un amour plus fort que l'opprobre. Au loin, la ville grondait encore, impitoyable. Mais dans le secret de la maison de Clèves, une nouvelle histoire s'écrivait, fragile, audacieuse, et prête à affronter tous les jugements. L'automne s'abattit sur Paris, plus rude qu'aucun autre souvenir d'Éléonore. Les arbres perdaient leurs feuilles sous un vent froid, et la vie cachée d'Éléonore et d'Armand s'enroulait autour d'eux, comme un manteau sombre mais chaud. La maison de la marquise de Clèves, jadis ouverte à la lumière, s'était muée en refuge discret. Plus personne n'osait franchir le seuil, sans un regard inquiet ou un mot murmurant l'opprobre. Il vivait à la marge, traqué par les créanciers, oublié des balles, ignoré des salons. Parfois, on frappait à la porte pour réclamer une dette d'Armand. Le plus souvent, on laissait des lettres acides à l'attention d'Éléonore. Mais rien n'altérait le bonheur farouche qui les unissait. La tendresse, nourrie de privations et d'efforts, grandissait dans l'ombre. Chaque sourire volé, chaque parole réconfortante, chaque silence partagé, scellait leur amour. Un soir, alors qu'Armand s'attardait devant la fenêtre, le regard perdu dans la nuit, la marquise entra avec une lettre. Elle l'attendit sans un mot. Armand reconnut le cachet d'un vieil ami de la famille, parti s'installer à Londres. « Il m'offre une place dans sa maison de commerce », expliqua-t-il à Éléonore plus tard. « Je pourrais repartir à zéro, refaire fortune, mais il y a une condition. » Éléonore le fixa, inquiète. « Laquelle ?» Il détourna les yeux. « Je dois partir seul. »
On me demande d'abandonner tout ce qui, ici, m'attache à mon passé. Un silence lourd s'installa. Puis, Éléonore, la voix ferme, déclara « Et que comptes-tu faire ?» Armand s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Je préfère la misère avec toi à la richesse sans toi. Jamais je ne partirai. Je ne t'abandonnerai pas, Éléonore. » Elle sentit ses larmes couler, mêlées de gratitude et d'amour. Dans l'adversité, la certitude de leur choix se renforçait. Ils ne voulaient plus rien du monde, sinon le droit de s'aimer. Pourtant, la vie ne cessait de les mettre à l'épreuve. L'argent manquait, chaque dépense était comptée. La marquise leur offrait ce qu'elle pouvait, mais le poids de la disgrâce pesait sur toute la maisonnée. Éléonore se montrait plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Elle cousait, gérait la maison, écrivait à quelques amis fidèles, refusant de sombrer dans l'amertume. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait de la bibliothèque, un domestique entra, le visage grave. « Mademoiselle, une lettre de Montfaucon. » Éléonore sentit son cœur s'arrêter. Elle ouvrit le pli, quelques mots hâtifs, une écriture tremblante. Le marquis était mourant. Il demandait à la voir. La décision fut immédiate. Malgré le passé, malgré la douleur, Éléonore annonça à Armand « Je dois le revoir. Je ne veux pas qu'il parte sans avoir su la vérité. » Armand la regarda longuement, puis acquiesça. « Pars, dis-lui que tu es heureuse, que tu n'as rien à regretter. Je t'attendrai. » Elle partit au matin, le cœur battant, traversant une campagne grise, son enfance, ses souvenirs et le poids du jugement. À Montfaucon, la maison paraissait plus froide que jamais. Elle gravit l'escalier, croisa des domestiques éplorés et entra dans la chambre du marquis. Il gisait là, amaigri, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une lucidité nouvelle. Il la dévisagea longuement. « T'es venue, Éléonore, malgré tout. » Elle s'approcha, s'agenouilla près du lit. « Je n'ai jamais cessé de vous aimer, père, même quand vous m'avez rejeté. » Un silence, puis il murmura « J'ai voulu te protéger, mais j'ai tout détruit. J'ai compris, trop tard, que ce n'est pas l'honneur qui fait le bonheur d'un père, mais le bonheur de son enfant. » Éléonore prit sa main, sentit la sienne trembler. « Armand m'a tout donné, même quand il n'avait plus rien. Il m'a appris la fidélité, la vérité. Je n'ai pas à rougir de mon amour. » Le marquis ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Pardonne-moi, je te rends ta liberté. Aime comme tu l'entends. Je t'en prie, ne m'en veux pas. » Éléonore embrassa sa main, le cœur apaisé par ce pardon inespéré. Lorsque, quelques heures plus tard, il rendit son dernier souffle, elle sentit le poids de la honte s'alléger, remplacé par une paix douloureuse mais libératrice. Elle resta à Montfaucon pour les funérailles, affronta les regards, les chuchotements, la froideur de la famille. Mais quelque chose avait changé. La nouvelle de la réconciliation s'était répandue. Quelques amis de jeunesse, jadis éloignés par la crainte du scandale, vinrent la saluer. Une cousine lui écrivit une lettre de soutien. Même la marquise de Clèves reçut un mot d'excuse d'une vieille amie, rompant des mois de silence. De retour à Paris, Éléonore retrouva Armand, la voix tremblante d'émotion. « Il m'a pardonné, » murmura-t-elle. « Nous sommes libres, enfin. » Armand la serra dans ses bras, et la marquise, les voyant réunis, sourit à travers ses larmes. L'orage s'éloignait. La société, d'abord muette, commençait à relâcher son emprise. Quelques portes s'entr'ouvraient de nouveau. Des mains se tendaient timidement. Rien ne serait facile, rien ne serait oublié. Mais la plus grande épreuve était derrière eux. Pourtant, dans le calme précaire de ces jours nouveaux, chacun savait que le destin n'avait pas dit son dernier mot. Car si la tempête semblait s'apaiser, le plus grand défi restait à venir. La mort du marquis de Sévigné résonna dans la demeure familiale, comme un coup de tonnerre silencieux. Pour Éléonore, ce fut à la fois une blessure et une délivrance. La disparition du père autoritaire, du gardien des traditions, ouvrait soudain un espace nouveau, aussi vertigineux qu'inconnu. Les jours de deuil s'étirèrent dans le grand salon,
rythmée par les condoléances, les messes murmurées, les souvenirs qu'on échangeait à voix basse. Pourtant, derrière les voiles noirs, une lumière inattendue perçait dans le regard d'Éléonore. Lorsque vint la lecture du testament, la famille se réunit, anxieuse et avide. Le notaire, d'une voix solennelle, égrena les legs. Aux cousins et oncles, quelques terres ou titres. À la marquise de Clèves, un tableau ancien. Mais, contre toute attente, une part importante de la fortune, ainsi que la maison de Montfaucon, revenait à Éléonore. Un murmure traversa l'assistance. Éléonore, droite, le visage grave, remercia le notaire. Elle comprit que ce legs était le dernier acte d'amour ou de repentance de son père. Désormais, plus rien ne s'opposait à son destin. Le soir même, dans la chambre baignée d'une clarté nouvelle, Éléonore confia ses doutes à la marquise. « Ai-je le droit d'être heureuse alors que tout ce monde m'a tant jugée ?» La marquise lui prit la main, émue. « Tu as payé le prix fort pour être toi-même. Il n'y a pas de honte à cueillir enfin le fruit de ton courage. » Quelques jours plus tard, Armand franchit le portail de Montfaucon, la silhouette amaigrie, mais le regard apaisé. Il avait appris l'héritage, les rumeurs d'apaisement qui circulaient en ville, et il n'osait croire à la fin de l'exil. Dans le grand vestibule, Éléonore l'attendait, enveloppée d'un simple châle, le visage rayonnant d'une force nouvelle. Ils restèrent un instant face à face, silencieux, puis elle murmura « Il n'y a plus d'obstacle, plus rien ne nous sépare. » Armand, ému, s'approcha, lui prit les mains. « As-tu encore des doutes ?» Éléonore secoua la tête, un sourire grave aux lèvres. « J'ai traversé la honte, la solitude, la perte. Je ne crains plus rien, sinon de ne pas assez vivre. Veux-tu m'épouser, Armand? Ici, maintenant, sans faste ni témoin, mais avec tout l'amour que j'ai appris à défendre. » Il la serra dans ses bras. Je n'ai jamais rêvé d'autre bonheur. Leur mariage fut célébré dans l'intimité, un matin clair de printemps. Seule la marquise, quelques amis fidèles, et le vieux prêtre du village y assistèrent. Pas de bal, pas de cortège, mais une émotion sincère, la promesse d'une vie nouvelle bâtie sur l'épreuve. Éléonore, en robe simple, rayonnait d'une beauté sereine. Armand, les yeux humides de reconnaissance, glissa l'anneau à son doigt en murmurant « C'est toi qui m'as sauvé, Éléonore. » La société, d'abord murmurante et hostile, observa ce mariage discret, avec une réticence mêlée d'envie. On chuchota sur la fortune de la jeune femme, sur la disgrâce d'Armand, sur l'audace de la marquise de Clèves. Mais le temps, allié des justes, finit par désarmer les plus cruels. Quelques portes s'ouvrirent à nouveau. Certains amis retrouvèrent le chemin de Montfaucon. Bientôt, ce fut la comtesse d'Urval qui convia Éléonore à sa table, puis la duchesse d'Aubigny qui demanda conseil pour une œuvre de charité. Éléonore, désormais libre et forte, comprit que sa victoire ne devait pas rester un bonheur égoïste. Elle s'engagea dans la défense des femmes déshéritées, visita les orphelinats, organisa des cercles de lecture pour les jeunes filles. Son histoire, murmurée dans les couloirs, inspira d'autres à oser. On l'a consulté pour son avis, on admirait son courage. Même ses anciennes rivales finirent par lui reconnaître une grandeur nouvelle. Armand, de son côté, trouva dans cette paix retrouvée la réparation de toutes ses blessures. Il géra les terres de Montfaucon avec rigueur, redressa peu à peu la fortune familiale, mais surtout, il découvrit auprès d'Éléonore une tendresse et une confiance qui lui avaient tant manqué. Les nuits d'angoisse, les années de honte, s'effacèrent peu à peu devant la douceur de cette vie simple, faite de promenades, de lectures, de conversations sans faux semblant. Un soir, alors que le soleil déclinait sur les champs, Armand prit la main d'Éléonore et murmura « Je n'aurais jamais cru possible d'être apaisé. Tu as changé mon destin. » Elle sourit, caressa son visage. « Nous l'avons réinventé ensemble. Rien ne nous était promis, mais tout reste à écrire, main dans la main. » Au loin, la société poursuivait ses jeux de masques, ses fêtes et ses jugements. Mais pour Éléonore et Armand, le monde avait changé de visage.
Il était devenu un lieu de combat, certes, mais aussi de lumière, d'engagement et d'amour. Ce printemps-là, les lilas fleurirent plus tôt que de coutume autour de Montfaucon, comme un signe discret que l'espérance, parfois, récompense les cœurs fidèles. Ainsi, des ruines d'un ordre ancien, naquit une vie nouvelle, tissée de résilience, de pardon et de liberté. Et dans la clarté douce de ces jours apaisés, Éléonore et Armand, unis contre l'adversité, avancèrent ensemble, sûrs d'avoir, par leur courage, réinventé leur destin.